c'est une première d'avoir pu vous retrouver, en tout cas vous permettre d'associer les infirmiers, les assistants sociaux et quelques médecins. Donc merci beaucoup d'être venus. Ça a été un vrai challenge et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir ce matin. Je tenais à vous exprimer aussi, donner la bienvenue à un nouveau collègue qui vient d'arriver. Donc je lui demanderai de se lever. Donc Christian Delmas arrive dans notre réseau. Bienvenue à lui. Et donc, il est sur le lycée de Haguenau avec Amélie Kossiba. Donc, Amélie doit être super contente d'avoir son collègue. Voilà, je cède la parole à Elisabeth. Alors, moi, je n'ai pas d'arrivée, malheureusement, à vous annoncer. Je souhaiterais, mais voilà. Par contre, je voulais vraiment vous dire la bienvenue à tous. Et puis, le plaisir de se retrouver les trois services ensemble. Ça montre vraiment tout le travail de collaboration aussi qui existe sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est important. Au quotidien, vous savez travailler ensemble. Et maintenant, à nous aussi de travailler ensemble au niveau départemental. Avec la constitution du pôle, ça nous amène vraiment à ce travail collaboratif. Voilà, donc je suis très contente qu'on démarre cette année avec cette réunion commune. Voilà. Je cède la parole à... Voilà. À Stéphanie Yegui, donc notre chef de pôle, et qui va présenter la journée. Voilà, merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier de l'organisation de cette journée en collaboration avec la MDA. Quand même, bravo Marie-Claire et toute l'équipe. Parce que je sais que c'est difficile de dégager les agendas, qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc, bravo à tous d'être là. Et je sais aussi que votre quotidien est très chargé, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'annonce mon arrivée, parce que c'est quand même une nouvelle aussi. Donc je suis arrivée il y a 1 mois et demi en tant que chef du pôle santé, bien-être et protection de l'enfance. C'est un pôle transversal auquel vous participez toutes et pour lequel il faut qu'on ait une feuille de route partagée, commune, qui va se faire au fil du temps. Et à laquelle voilà, vous êtes invités aussi à travers des groupes de travail, à travers vos conseillères techniques, à nous faire remonter des informations qui nous permettent de donner du sens à notre action. Donc je ne vais pas être trop longue parce que je sais que généralement les interventions prennent du retard et qu'il faut se garder un petit peu de rab. Juste voilà, pour saluer le travail pluridisciplinaire qui est fait dans ce pôle. Elisabeth vient de le dire, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Moi, je remarque énormément de compétences. Je remarque une volonté forte de travailler ensemble et surtout que on est bien tous centrés sur l'élève et sa réussite qui n'est pas que devenir polytechnicien, qui est s'autonomiser, qui est comprendre son environnement, qui est analyser sa situation et qui est en fait un adulte en devenir qui devra s'assumer tout seul. Donc je pense que vous y contribuez. La santé, c'est un axe hyper important. Et vous avez vu que sur la partie bien-être, il y a des choses là aussi qui se formalisent. Il y a des connaissances aussi qui se structurent autour d'équipes de recherche. On en aura quelques exemples. Et aussi, il y a des associations qui sont nos partenaires et qui apportent des réponses sur parfois le mal-être adolescent, tout simplement. Juste redire un petit mot sur les enjeux des assises de la santé scolaire du printemps dernier, qui du coup fondent aussi l'existence de notre pôle pluridisciplinaire. C'était un temps très important que notre directeur a particulièrement apprécié et sur un temps dont il a déjà fait découler certaines actions. Et les priorités au cœur de la réforme des assises, c'était recentrer les équipes sur leur mission de prévention et de détection, intervenir dès la petite enfance pour éviter les ruptures de parcours, renforcer les liens entre l'école et les professionnels de santé, placer la santé mentale des jeunes au cœur de l'action publique. Et donc ces assises, c'était vraiment la reconnaissance du rôle premier des professionnels sociaux et de santé, donc les médecins, les infirmiers, les assistantes sociales, les psychologues de l'éducation nationale, pour renforcer ces actions. Voilà, on a aussi la grande cause nationale 2025 qui était la santé mentale, qui ont amené pas mal de plans et d'indications.
et qui sont intégrés aussi dans les actions de la stratégie nationale sport-santé. Donc tout se recoupe autour de la santé, et donc on avait déjà au niveau de l'éducation nationale beaucoup de programmes de prévention qui étaient mis en place autour du développement de l'activité physique et de la promotion d'un mouvement régulier pour déjà la forme physique, mais aussi le bien-être psychique, la gestion du stress, la qualité du sommeil, la concentration et l'estime de soi. Hier soir, on a rencontré, donc, pour le début de l'année, les parents d'élèves qui ont aussi salué tout le travail qui était fait et qui était intégré au programme, qui avait une réelle résonance avec les programmes d'enseignement. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ce travail déjà que vous avez pu faire et qui bien sûr va se poursuivre. Voilà, alors pour revenir sur ce programme de formation qui vous est proposé, déjà je suis très très heureuse qu'il puisse avoir lieu en compagnie de Delphine Rideau et de la Maison des Adolescents. Voilà, certains d'entre vous savent que je travaillais à l'Agence régionale de santé auparavant et que c'est un projet qu'on a énormément soutenu et pour lequel l'éducation nationale met des moyens importants. On a un médecin qui travaille au niveau de la Maison des Adolescents sur le projet Briquet James, donc refus scolaire anxieux. Ça, c'est vraiment des moyens qu'on apporte, des moyens intellectuels, une expertise et aussi une réflexion sur comment on pourra diffuser par la suite toutes les informations qu'on aura pu collecter, toute la connaissance qu'on aura pu obtenir et tout le savoir-faire, comment on va le partager, le diffuser. Donc voilà, important, on a une assistante sociale aussi, une infirmière qui interviennent au niveau de la Maison des Adolescents sur ce projet autour du réseau Briquet James refus scolaire anxieux. Voilà. Donc ce matin, un thème central qui tient aussi à notre directeur, monsieur Felgroten, qui est très très important, qui tourne autour des écrans. Donc culture et pratique numérique des adolescents, on va pouvoir à travers cette formation avoir un petit état des lieux là aussi des connaissances. On a des idées sur le développement cognitif des enfants avec l'usage des écrans. Donc comment on régule cet usage, sachant que les écrans font vraiment partie de leur civilisation et que donc nous aussi il faut qu'on s'acculture. C'est compliqué, mais comment quand même garder le contrôle, puisqu'on a vu aussi que toute la question des valeurs autour des réseaux sociaux et de ce qui y circule, et même la démocratie peuvent être en péril en fait. Il y a beaucoup d'interventions sur ce domaine-là. C'est comment on fait société dans d'autres valeurs qui circulent sur ces réseaux. Et enfin, ce qu'on remarque à l'école, des problématiques comportementales et de relations interpersonnelles, sociales au sein des classes. Et je vous avoue qu'en arrivant, j'étais assez surprise. J'avais plutôt l'habitude des faits établissements sanitaires, mais là, quand je vois ce qui se passe à l'école, je suis vraiment très étonnée de l'ampleur et de l'importance en fait des problématiques comportementales des enfants qui sont violents avec leur père, mais qui sont aussi violents avec les équipes qui les encadrent. Et donc c'est quand même assez étonnant. L'après-midi, on va passer sur les solutions. Donc, solutions à l'isolement, au refus scolaire anxieux et la gestion des parents aussi, parce que je pense qu'ils ne sont pas tous de mauvaise volonté et que c'est compliqué pour eux d'appréhender ces nouvelles problématiques aussi de refus scolaire anxieux. Nous, on était plutôt d'un monde du conformisme où tout le monde allait à l'école, ça ne posait pas question, voilà. T'aimais pas, t'y allais, c'était comme ça. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça colle plus? Qu'est-ce qui fait que pour certains enfants, ça devient compliqué? Et comment on peut les aider? Et probablement que le numérique aussi interfère dans ces situations-là. Donc voilà, j'espère que j'étais pas trop longue, j'ai pas mon téléphone. Et j'espère que j'ai bien introduit les différents sujets qui vous seront proposés ce matin. Et vraiment, je vous remercie tous de prendre du temps à vous former sur cette question et du travail pluridisciplinaire qui est déjà fait et qui va continuer à se structurer. Voilà, Delphine Rideau, à vous. Merci beaucoup. Je vais passer l'heure. Ouais. Merci encore une fois de votre confiance, puisqu'on était déjà tous et toutes ensemble l'année dernière dans un format un tout petit peu plus réduit, mais
déjà tout à fait ravis, puisque effectivement on a un partenariat quand même de longue date, depuis le début, avec les services de l'éducation nationale et tout particulièrement vos professions, donc vos services avec la Maison des Ados. On est régulièrement en contact au quotidien et c'est important pour nous de pouvoir transmettre un certain nombre de nos expériences, de nos analyses de ce qui se passe pour les ados et d'entendre aussi comment ça se passe pour vous, comment ça se vit effectivement sur le terrain, puisque c'est plutôt les ados qu'on voit au quotidien et leurs familles, même si bien évidemment vous faites régulièrement le relais. Un tout petit point sur le programme pour compléter ce que vous a dit Madame Yegui. Donc ce matin sur Ado Écran, comprendre et accompagner avec Claire Riffel et Rabia Senoussi qui vont bientôt nous rejoindre sur l'estrade et pas rester juste en bas. Et puis cet après-midi, donc, on sera effectivement plutôt sur la question du décrochage scolaire, avec cette dynamique qui est importante pour nous de partir de ces situations de décrochage qui posent beaucoup de difficultés, surtout aux jeunes et à leurs familles, aux professionnels aussi, vers l'insertion. Et on verra que on a, en plus de la pratique de l'accompagnement, des travaux de recherche qui commencent à être relativement riches d'enseignements. Donc avec Pauline Dorgler, le docteur David dont vous avez parlé et qui est ici présente, et Bruno Michon qui nous rejoindra, qui est sociologue. Et puis une table ronde avec des pratiques inspirantes au sein de l'éducation nationale, puisque notre but commun était de faire dialoguer nos différentes expériences. Je voulais profiter de ce tout petit temps pour vous signaler aussi qu'en inscrivant vos adresses mail sur le site internet de la Maison des Ados et ou sur celui du réseau Virage, vous avez accès à l'ensemble des cafés Info Pro, des journées, des webinaires qu'on organise sur différents sujets. Donc il y en a relativement régulièrement qui ne vous sont pas spécifiquement dédiés, mais auxquels vous êtes bien évidemment tout à fait cordialement invités. Donc là, j'en ai mis quelques exemples, dont un prochain autour du dispositif d'éclairage ethnoclinique d'Alsace qu'on co-construit, qu'on développe dans le Bas-Rhin à partir de l'initiative orinoise. On aura un stand tout à l'heure aussi qui vous permettra de découvrir ou revoir les outils de prévention qu'on a développés au sein de la Maison des Ados. Et puis on a un certain nombre de propositions dans le cadre du réseau Virage, dont un cycle de webinaires actuellement sur les questions masculinistes qui pourrait, je pense, tout à fait vous intéresser dans les collèges et lycées. Il y avait un article dans les DNA ce matin d'ailleurs. Ce matin, tout à fait, puisque j'ai répondu à une interview hier. Voilà. Juste aussi vous signaler la présence avec nous dans la salle d'Isabelle Freiburger, qui a un pull bleu et qui se lève, merci à elle, qui nous aide à documenter l'ensemble de nos activités au niveau de la Maison des Ados et vers laquelle vous pouvez venir à tout moment pour témoigner de ce que ça vous apporte, ce type de journée et d'événements, et ou de ce que vous aimeriez y trouver pour le futur, puisque je crois qu'on est parti pour continuer de temps en temps ce genre d'initiative. Merci beaucoup, bonne journée. Pour introduire le propos d'aujourd'hui, donc, en travaillant en partenariat, la demande était large pour aujourd'hui, puisque à travers les questions numériques, il y avait l'envie de traiter à la fois ce qu'il en était des pratiques numériques des jeunes, ce qu'il en était de la culture numérique actuellement. On nous disait il faut aussi parler de pornographie, il faut parler des idéologies qui appellent à la violence, il faut parler des nouveaux médias. Donc la commande était très large. L'idée d'aujourd'hui, malheureusement, ça ne va pas être d'exhaustivement pouvoir présenter tous ces sujets, mais d'essayer de donner et quelques repères et un peu de matière à penser à tout le monde, à emmener avec soi dans ces pratiques. Et on a pensé aujourd'hui... Oui ? Oui, alors on va se présenter. Je vous présente d'abord l'intervention et ensuite nous.
Mais du coup, dans le déroulé, ce qu'on a pensé dans un premier temps, c'est vous proposer une présentation sous forme de quiz. Alors, pas dans l'idée de faire une interrogation surprise ce matin, mais dans l'idée que c'est aussi plus mobilisant d'avoir cette version-là. On va laisser chacune répondre de son côté. Hein. Pas besoin de nous montrer vos réponses. Et l'idée, c'était à travers ça de ramener un ensemble de données statistiques et de savoirs. Et alors, pour ce qui est de notre présentation, on va chacune présenter notre voisine. Donc, je vous présente Rabia Senoussi, qui est chef de service des antennes de la Maison des adolescents de Strasbourg, qui est assistante sociale de formation et sur le réseau Virage qui a été mentionné auparavant, donc pour Violence des idées, réseau d'accompagnement Grand Est, où elle a été amenée à réfléchir notamment à la question de l'accroche à des idéologies via les contenus numériques. Elle est également, à travers ses fonctions de promeneuse du net, une professionnelle qui se rend disponible en ligne pour les jeunes et qui a pu penser les pratiques en ligne comme des outils d'accompagnement des adolescents. Merci beaucoup Claire. Je ne me serais pas aussi bien présentée, donc merci. Et quant à moi, je vous présente Claire Riffel, qui est psychologue, chef de service de la Maison des ados Socle, basée à Strasbourg. Elle a coordonné un temps le réseau des promeneurs du net sur le Bas-Rhin, puis elle a coordonné le réseau d'ambassadeurs, qui était un réseau d'étudiants présents sur les réseaux sociaux durant la crise sanitaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pourrais dire plein d'autres choses, mais je crois qu'on n'est pas trop là pour ça. Bonjour Amivi. Je salue mon ancienne tutrice. Donc on va peut-être démarrer, petit coup de pression là d'avoir la tutrice devant moi, mais c'est pas grave. Tout va bien. Comme Claire vous l'a annoncé, on va commencer cette journée par un petit quiz, histoire de vous apporter quelques informations. Les premières questions sont tirées du rapport à la recherche du temps perdu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous y avez eu accès. C'est un rapport qui a été remis par une commission d'experts, donc une dizaine de membres, qui ont été chargés d'évaluer l'usage des écrans chez les enfants et les adolescents. Ce rapport alerte notamment sur les conséquences sanitaires et éducatives de la surexposition des écrans. Pour la première question, combien d'écrans compte en moyenne un foyer français selon la commission d'experts sur les usages numériques? J'entends 12. Ouais, j'ai plusieurs possibilités. Réponse A, 3 écrans. Réponse B, 5 écrans. Réponse C, 10 écrans. Et réponse D, 15 écrans. C'est la réponse C, effectivement. Il y a en moyenne une dizaine d'écrans par foyer français. On parle ici d'une présence quasi ubiquitaire. Après, à noter qu'on parle de télévision, de smartphone, de tablettes, de consoles, d'ordinateurs, enfin voilà, les écrans sous toutes leurs formes. On notera aussi dans ce rapport que les enfants sont exposés très tôt aux écrans, mais c'est souvent en imitation, c'est souvent en effet miroir aux pratiques des parents. Les comportements numériques justement des parents vont influencer directement ceux de leurs enfants, et plus les parents vont être connectés, plus les usages des enfants s'intensifient tôt. Pour la deuxième question, quelle conséquence du temps d'écran est la plus immédiate chez l'adolescent? Plusieurs réponses. Troubles de la vue, perturbation du sommeil, le surpoids et une baisse de la mémoire à long terme. La plus immédiate, n'écoutez pas la consigne, je plaisante. C'est le sommeil, effectivement. Ce sera la première conséquence, puisque l'exposition à la lumière bleue va retarder l'endormissement. Ah, d'habitude, on ne fait pas ça quand la lumière s'allume. Ah. Ok.
Et donc on est bien sûr le sommeil, puisque l'exposition à la lumière bleue, mais bon, vous n'êtes pas toute infirmière, mais je pense que les assistantes sociales aussi le savent, que le sommeil, que la lumière bleue va retarder l'endormissement et diminue la sécrétion de mélatonine et réduit la durée du sommeil réparateur. Dans le rapport que je vous ai cité, les experts confirment également un lien dose-effet entre temps d'écran et des atteintes physiques. Vous aviez raison, il y en a qui ont dit que, voilà, qu'il y avait plusieurs conséquences. Il y a effectivement le déficit de sommeil, mais on aura la sédentarité, l'obésité, les troubles de la vue et indirectement des maladies chroniques qui seront liées à l'inactivité. Un petit mot quand même sur les effets des écrans sur le cerveau. Le rapport démontre que les effets restent à préciser, mais que les données actuelles vont justifier une régulation préventive. D'où l'importance vraiment d'agir en prévention quant à l'exposition aux écrans. La question 3, s'il te plaît Claire, merci. L'addiction aux écrans est-elle reconnue comme une maladie par la communauté scientifique? Les réponses. Réponse A, oui, depuis 2020. Non, mais l'usage excessif peut aggraver certaines vulnérabilités. Oui, mais uniquement chez les moins de 12 ans. Et non, aucun risque n'existe. Ah, il y en a qui disent A, d'autres B. Et ben, c'est la réponse B. L'addiction aux écrans n'a pas de statut médical officiel. Cependant, on peut quand même dire que les usages intensifs, notamment les réseaux sociaux, on peut parler aussi des jeux vidéo, vont renforcer anxiété, isolement, dépression chez les jeunes qui présentent déjà une fragilité psychique. Question suivante. Quel comportement des plateformes renforce la difficulté à décrocher des écrans? L'absence de pub, ce que je vais appeler un design addictogène, avec les défilements infinis, les notifications, les récompenses, les flammes, tout ça. L'interruption automatique du flux ou aucun lien avec la conception. Ça va. Réponse collégiale. Tout à fait, tout le monde était d'accord. Dans le dit rapport, une des recommandations est... Alors, les experts appellent à interdire les mécaniques addictives, ce qu'on va appeler le scrolling à l'infini, les notifications permanentes, les likes, les récompenses, etc. Dans le but de redonner du contrôle aux jeunes utilisateurs. Question 5. Quel type de contenu en ligne expose particulièrement les enfants à des risques psychologiques? A. Contenu éducatif et culturel. B. Contenu publicitaire. C. Les contenus pornographiques violents ou haineux. D. Les jeux vidéo de stratégie. Même si pour B... Ça dépend comment on se positionne, mais effectivement, le contenu A, peut-être que... Non, je plaisante. C'était une blague. L'accès non filtré, effectivement, à la pornographie, à la violence, au discours haineux, a un impact majeur sur l'équilibre émotionnel et sur le développement. Alors, en ce qui concerne la pornographie, ça va avoir un impact aussi sur le développement de la sexualité de nos jeunes. La Commission évoque un risque accru de désensibilisation et de banalisation de la violence. J'aurais envie de développer, vu l'expérience à Virage, mais on va laisser ça pour plus tard. 6e question. Quel élément protège le mieux les enfants face à ces contenus à risque? Des filtres automatiques des plateformes, le dialogue et la médiation adulte, l'interdiction totale d'Internet ou l'interdiction d'un usage nocturne? Ah, effectivement, c'est facile, hein. Ouais, un peu trop facile. Mais effectivement, le dialogue éducatif reste le levier le plus efficace pour accompagner les enfants à faire face, les enfants, les adolescents à faire face au contenu risqué dont j'ai parlé tout à l'heure.
quand les enfants vont pouvoir parler de ce qu'ils voient sur les réseaux, à la télévision, etc., de ce qu'ils voient parfois à l'école, sur le téléphone des copains, parce que parfois on n'a pas de téléphone, mais les copains ont des téléphones et adorent nous montrer des petites choses pour nous choquer. Quand les enfants peuvent en parler avec leurs parents, avec des adultes, ça permettra quand même d'atténuer un peu justement les impacts de cette exposition. Et le dialogue va également permettre de développer une meilleure autonomie numérique. Voilà pour les questions du rapport, mais c'est pas fini. Encore quelques questions, mais qui ne sont pas issues du rapport. Là, c'est vraiment juste pour tester vos connaissances. Dans le contexte d'Internet, qu'est-ce qu'on appelle un mème? Tu peux passer, s'il te plaît. Alors, réponse A, une vidéo virale créée par des professionnels pour promouvoir des produits. Réponse B, une image, vidéo ou texte humoristique partagé et adapté par de nombreux internautes. C, un logiciel permettant de retoucher les photos en ligne. D, un site web où l'on trouve uniquement des informations scientifiques. B, effectivement. Un mème, c'est ce qu'on appelle un mème, c'est un contenu, ça peut être image, vidéo ou texte. Généralement, ça se veut humoristique ou satirique et ça va être partagé par les internautes, par les jeunes, etc. pour décrire des situations ou des tendances culturelles ou sociales. Prochaine question. Qu'est-ce qu'une trend? Réponse A. Un virus informatique qui se propage sur les smartphones. Réponse B. Une musique utilisée exclusivement dans les films. Réponse C. Une tendance virale ou un contenu est repris par de nombreux utilisateurs. Réponse D. Un outil pour bloquer les contenus inappropriés. C'est le C, effectivement. Le trend ou la tendance, les challenges. Sur les réseaux sociaux, les trends, ce sont des contenus qui deviennent viraux et que de nombreux utilisateurs reproduisent. On va retrouver, alors je pense que même sans être sur TikTok, on a tous vu passer, parfois même au JT, des trends autour de la danse. On avait, durant le Covid, il y avait les équipes soignantes, etc., qui s'étaient prêtées au jeu et qui avaient comme ça propagé des chorégraphies à reproduire chez soi. Et donc voilà, petit exemple d'une trend. Question suivante. Le phishing. Est-ce qu'on parle d'une technique de pêche en mer, mais une technique connectée? Est-ce qu'on parle d'une méthode utilisée pour collecter frauduleusement des informations personnelles en ligne? Je vous ai peut-être un petit peu sous-estimé. Non, je plaisante. Est-ce qu'il s'agit d'un logiciel antivirus? Est-ce qu'il s'agit d'un filtre sur les réseaux sociaux pour protéger la vie privée? Le B. Je pense qu'on a tous et toutes plus ou moins été victimes peut-être déjà de phishing. Le phishing, c'est une technique de hameçonnage et c'est souvent des escrocs. Et on ne jette pas la pierre à ceux qui se font avoir. Il y en a 2 à cette table, mais c'est une technique d'hameçonnage, pardon, où des escrocs vont envoyer des messages ou des emails falsifiés pour obtenir des informations personnelles. Je crois que beaucoup ont reçu les mails d'Amélie qui disent n'oubliez pas de mettre à jour votre carte vitale en cliquant sur le lien ci-dessous, ou alors attention, vous n'avez pas payé votre amende, elle risque d'augmenter, ou encore mieux, je pense que c'est ce qui attire encore le mieux, les impôts se sont trompés, on vous doit de l'argent, cliquez ici, et en le faisant, malheureusement, on donne accès aux données qui sont enregistrées sur l'outil. Dernière question. Sur Instagram, on parle souvent de réel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une publication photo classique avec texte? Est-ce que c'est une vidéo courte, souvent dynamique, qui va être partagée dans le fil? Est-ce qu'il s'agit d'une page sponsorisée par une entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'une conversation privée entre 2 utilisateurs?
la réponse B, effectivement. Le réel, c'est une vidéo courte qui est créée pour être dynamique, engageante, qui va être accompagnée de musique, d'effets, et qui va être diffusée pour toucher un large public sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que sur Instagram, on va parler de réel. Sur YouTube, on va parler de shorts. C'est les petites vidéos. Sur Snapchat, il y a l'onglet Spotlight avec voilà, des courtes vidéos. Mais voilà, chaque réseau va avoir son petit lot de petites vidéos courtes qui nous incitent un peu à scroller et à en voir toujours un peu plus. Je laisserai ma collègue tout à l'heure vous en dire quelques mots sur l'impact psychologique. Et du coup, on va démarrer. Le quiz est fini, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pas de récompense. Voilà, c'est sympa d'avoir participé, merci beaucoup. Et on peut tous se faire un pouce, effectivement. On va maintenant vous présenter. Tu peux passer à la suite, ouais, je peux enchaîner. Ouais, merci. Je vais vous parler des adoles les adoles écrans. C'est un terme que j'ai repris d'une étude Ipsos parue en 2022. Pour parler justement des adolescents qui vont être très connectés, surexposés, hyper connectés. Et cette étude va révéler que chez les 13-19 ans, ouais, tu peux aller trop vite. Chez les 13-19 ans, on va compter un nombre moyen d'écrans personnels de 2,9. Moi, ça me perturbe toujours quand on est sur des décimales, 2,9, on a juste la moitié d'un écran, ou je sais pas, mais voilà, 2,9 écrans personnels, ce qui est énorme. Ça veut quand même dire qu'il y a au moins 2 outils, soit une console, soit console, smartphone, voire télévision dans la chambre, etc. Contre 1,6 écrans chez les 7-12 ans. Ce qui n'est pas négligeable quand même de se dire qu'entre 7 et 12 ans, on a déjà au moins un outil, un écran qui nous permet de nous connecter. Pour les répartitions de ces écrans-là, on va retrouver le smartphone qui va rester le terminal, l'outil privilégié. On va noter 89% des 13-19 ans qui en possèdent un. C'est en nette augmentation depuis un rapport de 2016. Le chiffre a pris 12 points. Et c'est une progression qu'on note également chez les 7-12 ans, avec 35% d'équipements en 2021. Contre... j'ai mis quoi non, 35%, oui, c'est en 2021, pardon. En ce qui concerne l'ordinateur, qui arrive en 2e position chez les adolescents, près de 7 adolescents sur 10 en possèdent un, alors qu'il reste un appareil secondaire chez les plus jeunes. Et on retrouve la console de jeu qui reste très appréciée, 58% chez les 7-12 ans et 63% chez les plus de 13 ans. Vont posséder une console de jeu, et même si on va noter une baisse de ce taux-là, ça ne veut pas dire que les jeunes jouent moins, c'est juste qu'en fait leur jeu, leur pratique des jeux a migré. Ils sont plus forcément, alors certains peuvent encore se permettre la PlayStation 5 à 600, 700 €, je ne sais pas. Mais la plupart des jeunes vont migrer vers les ordinateurs, puisque pour la plupart, ils sont outillés, ils sont équipés, ou alors vont jouer directement sur leur téléphone. Si. Du coup, on va parler d'une démultiplication des usages digitaux. Les usages numériques se diversifient avec l'âge et l'équipement qui est disponible pour eux. Le temps d'écran va augmenter. Il est de toute façon depuis quelques années en constante augmentation, et notamment au profit d'Internet. Les enfants et les adolescents vont consacrer beaucoup de temps au visionnage de vidéos, et notamment sur les plateformes en streaming, sur les chaînes en replay, sur les services de vidéos à la demande.
On retrouve Netflix en tête avec 70% des plus de 13 ans qui regardent régulièrement des films et des contenus sur Netflix. Et parmi les plateformes les plus utilisées par les adolescents, on retrouve Amazon Prime et Disney+. Selon les âges, on va être pour les moins de 12 ans, on va retrouver une pratique, un usage d'Internet pour regarder la télévision en direct ou pour consulter des tutoriels ou des contenus éducatifs. Oui, les jeunes, les ados utilisent beaucoup Internet pour aller consulter des contenus éducatifs, tandis que les plus de 13 ans vont privilégier vraiment les usages d'Internet pour des usages sociaux et interactifs. Et donc, il va y avoir une fréquentation des réseaux sociaux, vidéo, YouTube, Snapchat, Instagram et TikTok, des jeux vidéo et des plateformes de discussion. Tout le monde a entendu parler de Fortnite, Discord et Twitch. Ainsi que des messageries instantanées, WhatsApp, Telegram, Signal, pour ne citer que. On va également retrouver de l'écoute de la musique, de l'écoute de podcasts, de l'écoute de livres audio, de plus en plus chez les jeunes qui vont écouter soit sur YouTube pour la musique, soit sur Spotify et Deezer pour être sur des podcasts, etc. Ces données vont nous montrer que les adolescents sont à la fois très équipés et polyvalents dans leurs usages numériques, avec des pratiques qui vont évoluer selon les âges et selon le type d'appareil. Ils vont aller des contenus éducatifs vers les usages sociaux, interactifs et multimédia. Tu veux, bien sûr. Juste une petite parenthèse, la difficulté en matière de statistiques sur les usages numériques, c'est que les statistiques, ça prend du temps à être établi, et que du coup, c'est des usages et des pratiques qui évoluent beaucoup plus vite que les statistiques n'arrivent. Et là, notamment, en fait, on est en train de vous présenter les statistiques les plus récentes qu'on a pu trouver, hein, on a quand même fait l'effort de faire des recherches là-dessus, mais qui datent du coup de 2021. Et on a toujours ce temps de retard, alors généralement qui est que de 2 ans, là qui est un peu plus important parce qu'on s'intéresse à des âges pour lesquels il y a encore moins de données. Alors par exemple, souvent dans les statistiques sur les usages numériques, il y a une démarcation à 13 ans, comme s'il y avait tout à coup un grand changement à 13 ans. En fait, c'est simplement que la collecte de données sur les jeunes de moins de 13 ans est interdite. Et que du coup, par rapport aux réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans que les jeunes ont le droit d'y être. Et donc souvent, on leur pose la question qu'à partir de 13 ans de leurs usages. Or, on sait bien, la statistique elle est aux alentours de 65% des enfants de 11 ans qui ont déjà un compte sur un réseau social. Donc de bien dire qu'en fait, ces statistiques viennent éclairer un petit peu la réalité, mais qu'il y a toujours un manque à saisir complètement ce qui se passe concrètement sur le terrain, notamment pour des populations comme les enfants qu'on étudie moins. Et je voulais aussi dire par rapport aux utilisations aux usages digitaux, en fait, c'est des usages qui connaissent des facteurs, notamment en fait, le genre est un facteur dans les utilisations des différents réseaux sociaux et dans les pratiques numériques. À savoir que du coup, c'est pas tout à fait les mêmes espaces qui sont investis, généralement, quand on fait les proportions, et c'est surtout pas les mêmes pratiques qui sont investies en fonction du genre des personnes concernées. C'est bien sûr une tendance générale, sans être forcément une obligation, hein. Et l'autre dimension qui définit les usages, c'est la classe sociale. Et on se rend compte qu'en fait, plus des personnes ont une classe sociale élevée, plus ils vont avoir des pratiques diversifiées. C'est parfois contre-instinctif parce qu'on se dit que c'est des usages plus réduits qui viendraient dire qu'il y a un cadre éducatif qui viendrait mieux accompagner. En fait, non. Un usage le plus diversifié possible, ça montre aussi la capacité de ces jeunes-là à se repérer dans différents espaces qui ont des codes différents et à tirer parti des avantages de chacun d'entre eux. Donc en fait, généralement, là, la tendance, elle va à la diversification pour tous les jeunes, avec notamment des jeunes qui ont de plus en plus un grand nombre de comptes. Là où avant, on avait un compte Facebook bien installé, au fur et à mesure, un compte Facebook, un compte Instagram, séparation pro-perso parfois entre les deux. Là, en fait, il se trouve que, justement, les plus jeunes ont un plus grand nombre de comptes parce qu'ils sont plus conscients, généralement, de l'intérêt de chaque réseau social dans les utilisations. Voilà, c'était une petite parenthèse.
parenthèse qui va faire transition avec la suite, puisqu'on va parler des réseaux sociaux. Et notamment, on va parler des plateformes qui sont les plus populaires chez les adolescents en France. Donc on va retrouver Instagram, qui va être le réseau social le plus utilisé par les adolescents français. On va compter 81% des adolescents français qui utilisent cette plateforme, qui a principalement pour but de partager des photos, des vidéos. C'est la plateforme utilisée par un grand nombre d'influenceurs, donc ça permettra aussi aux ados de pouvoir s'identifier et de suivre un petit peu leurs influenceurs. L'application Instagram va être particulièrement prisée, utilisée pour les stories ou ce qu'on appelle les réels et dont on a donné la définition tout à l'heure. Le deuxième réseau social le plus utilisé, encore une fois, hein, on est sur des chiffres 2022, donc ça a peut-être évolué depuis, mais on retrouve Snapchat, qui va être utilisé par 83% des adolescents entre 11 et 18 ans. Snapchat, c'est l'un des principaux moyens d'échange de messages et de moments de vie, des moments de la vie quotidienne entre amis. Il y a cette idée de caractère éphémère avec cette application, d'envoyer une photo, de poster une story qui va durer 24 heures, d'envoyer un message mais qui, sur le papier, s'efface, se supprime, soit instantanément, soit après la lecture, soit 24 heures après. Je dis en principe parce que c'est aussi le réseau qui va être utilisé par les adolescents et adolescentes pour échanger parfois des photos, des vidéos, voilà, avec cette idée de c'est éphémère, ça ne va pas rester, c'est furtif, il n'aura pas le temps de voir, elle n'aura pas le temps de capturer, etc. C'est important de rappeler aux jeunes qu'en fait rien n'est éphémère en fait sur Internet. Il reste toujours des traces et il y a toujours la possibilité de contourner ces applications, de faire des captures d'écran, sans que l'autre ne s'en rende compte ou ne soit informé, de diffuser les photos, etc. Voilà, c'est un des risques majeurs qu'on va retrouver sur Snapchat, mais je crois que tu en dis quelque chose tout à l'heure. On ne peut pas ne pas parler de TikTok, ne pas évoquer TikTok aujourd'hui, qui occupe bien des esprits. On retrouve 63%, selon des chiffres de l'Observatoire des pratiques culturelles de 2023. 63% des adolescents en France vont utiliser TikTok. C'est une plateforme qui est centrée sur la création et le visionnage de vidéos courtes. On est TikTok a connu vraiment son essor en 2020, au moment de la pandémie, puisque c'était le lieu de diffusion de toutes les trends, de toutes les tendances, de tous les challenges. Donc voilà, depuis 2020, il y aurait pas mal de choses à dire. On peut être très critique aussi quant à TikTok. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais en rester là. N'hésitez pas, hein, si jamais il y a des questions, si je passe trop vite, vous pouvez tout à fait m'interrompre. Je continue. Quelques mots sur YouTube, qui est aussi un réseau social. Souvent, quand on pose cette question-là, YouTube n'apparaît pas toujours comme un réseau social pour les adultes, pour les professionnels. Mais effectivement, c'est un réseau social qui va être utilisé par les adolescents pour regarder les vidéos, pour regarder des vidéos de divertissement. Donc on va être sur de la musique, du jeu, les tutoriels de jeux vidéo, etc. Des vidéos humoristiques, mais également pour l'apprentissage, puisqu'il y a de plus en plus de chaînes qui existent pour vulgariser des propos scientifiques, pour proposer des contenus éducatifs et instructifs, accessibles sur YouTube. Autre réseau social
que les adolescents, mais pas que j'ai envie de dire, mais les adolescents quand même utilisent comme principale application pour échanger, donc en termes de messagerie instantanée. On va retrouver WhatsApp, qui va permettre l'envoi de messages, de photos, de vidéos, d'audio. Ça permet d'appeler également, d'appeler en visio. Et c'est en général le réseau qui va être utilisé par les ados avec leur cercle familial. Avec les amis, on va plutôt être sur Snapchat, voire sur Instagram, sur la messagerie d'Instagram. Mais pour échanger avec sa famille, puisque de toute façon les parents ne sont pas sur Snapchat, selon les ados, donc ils vont échanger avec leur cercle familial sur WhatsApp. Alors tout à fait. Tu t'en parles toi après Pas spécialement. Ok. Bah, peut-être dire je vais reprendre, vous n'avez peut-être pas entendu la collègue, mais qui disait qu'il y avait beaucoup de groupes classes qui étaient proposés sur WhatsApp, souvent par les profs principaux. Je ne sais pas si c'est... Enfin, il y a certains endroits, c'est les profs principaux qui le conseillent. Parfois, c'est les ados eux-mêmes qui s'organisent et qui vont se structurer sur les réseaux sociaux. Alors oui, il vaut mieux peut-être privilégier WhatsApp que Snapchat. Mais dans tous les cas, j'aurais tendance à dire qu'il faut de toute façon une présence adulte, qu'il faut un modérateur, qu'il faut pouvoir, surtout quand il s'agit de groupes classe. Le groupe dans lequel on va diffuser les devoirs, les profs absents, etc., les petites informations, mais qui concernent tous les élèves. C'est quand même bien quand le prof principal qui va conseiller à sa classe de constituer un groupe sur WhatsApp pour échanger des infos, c'est bien s'il y est aussi. Alors ça pose la question après du numéro de téléphone, d'être accessible ou pas aux adolescents, mais clairement, selon qu'un adulte est présent ou pas dans le réseau, les échanges sont différents. Donc on va retrouver effectivement pas mal de situations de harcèlement qui démarrent, qui s'amplifient aussi dans ces groupes classes. Donc je peux que recommander en fait la présence d'un adulte pour réguler, pour s'assurer quand même qu'il y ait, que les échanges restent bienveillants et de pouvoir prendre les choses à temps quand un ado, un élève de la classe va être pris pour cible, quand il va être parfois moqué, raillé dans ces groupes-là. Y avait-il des questions, des commentaires, des ajouts? Non. Je vais peut-être parler des motivations, de ce qui motive en fait les ados à utiliser les réseaux sociaux. Je vais le faire rapidement parce que, une des premières motivations, ça va être de rester en contact avec des amis. Donc pour 94% des adolescents, les réseaux sociaux sont avant tout un moyen de garder le contact, de garder le lien avec leurs amis. Aussi bien ceux qu'ils voient tous les jours à l'école, de pouvoir passer encore du temps quand on est chez soi à la maison, alors qu'on vient de passer 6 heures avec eux. On a toujours des choses à se dire quand on est ado, donc pouvoir rester en lien avec les amis qu'on voit au quotidien, mais aussi ceux qui sont éloignés géographiquement. Il y a la question de la création d'une identité numérique. Donc là, on va faire le lien avec la construction de soi chez les adolescents. Les réseaux sociaux sont des espaces où les adolescents vont expérimenter et construire leur identité en ligne. Selon les réseaux sociaux, tu parlais tout à l'heure de nombreux comptes et sur différents réseaux, on ne va pas y avoir le même usage, la même pratique. Je ne vais pas avoir les mêmes amis sur X, donc anciennement Twitter, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Il y a encore des ados qui mettent Facebook, mais c'est souvent pour rassurer les parents. Et c'est le réseau un peu vitrine qu'on va montrer aux parents, et on se révèle autrement sur
des réseaux sur lesquels les parents ne sont pas. Ils vont partager sur les réseaux sociaux des aspects de leur vie. Ils vont choisir des images, des photos qui vont correspondre à leur groupe, qui vont correspondre à leurs tendances spécifiques. Et selon Génération Numérique, pour une enquête menée en 2022, 71% des adolescents vont reconnaître que leur présence sur les réseaux sociaux contribue à la façon dont ils se perçoivent et dont les autres les perçoivent. Autre usage des réseaux sociaux, c'est de suivre des trends, les challenges ou les influenceurs. Donc voilà, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement sur Instagram, sur TikTok, les ados qui vont utiliser ces réseaux sociaux, 66% d'entre eux vont y suivre des influenceurs qu'ils considèrent comme des modèles, comme des sources d'inspiration. Et l'accès au contenu divertissant ou éducatif, on va avoir 80% des adolescents qui déclarent utiliser des plateformes comme YouTube ou TikTok pour découvrir du contenu éducatif, suivre des tutoriels ou apprendre de nouvelles compétences. Donc ces chiffres nous montrent que les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la vie des adolescents, à la fois pour entretenir les relations sociales, pour se divertir, pour s'informer. Les plateformes comme Instagram, Snapchat et TikTok sont des lieux où expression personnelle et la construction d'une identité en ligne sont possibles, tandis que sur YouTube et WhatsApp apportent des fonctionnalités de communication et d'apprentissage. On aurait pu évoquer encore bien d'autres réseaux sociaux, mais ça demande, enfin voilà, d'y passer encore un petit moment, puisque ils en créent tous les, je ne vais pas dire tous les jours, mais on est très régulièrement inondé de nouveaux réseaux avec de nouvelles pratiques, avec des nouveaux usages, etc. On va passer à la slide suivante pour dire quelques petits mots sur l'usage et la perception de l'intelligence artificielle chez les adolescents. En France, 54% de jeunes âgés de 11 à 18 ans ont déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle. C'est un chiffre qui va varier selon l'âge. Chez les collégiens, un peu moins d'1 sur 2 a déjà eu recours à l'IA, tandis que chez les lycéens, on est à plus de 6 sur 10 qui l'utilisent. Le premier usage de l'intelligence artificielle va être chez les adolescents l'aide aux devoirs. Ça va être un soutien scolaire, on ne va pas remplacer les profs, mais d'avoir un prof à la maison. C'est comme ça que l'intelligence artificielle va être vue. Donc, avec un usage qui s'intensifie à la fin du collège, avec l'approche du brevet, où le travail en autonomie devient important, essentiel, et donc va pousser un peu les jeunes à aller trouver des ressources auprès d'une intelligence artificielle, auprès de ChatGPT. Mais on ne va pas être que sur un usage scolaire. L'intelligence artificielle et son usage chez les ados va stimuler la curiosité et la créativité. Il y a 37% de jeunes qui posent des questions à l'intelligence artificielle pour découvrir de nouvelles choses. Avant, c'était Google est ton ami. Quand on se posait une question, qu'on voulait des informations, on allait sur Google et on tapait tout ça. Aujourd'hui, on consulte ChatGPT pour assouvir notre curiosité, et 31% vont l'utiliser pour stimuler ou pour débloquer leur créativité. Je ne sais pas trop si vous avez déjà testé, si vous êtes coutumier d'un usage de l'intelligence artificielle et de tout ce que cela peut proposer, mais effectivement, il y a pas mal de jeunes qui vont, quand ils vont se réunir, on ne sait pas quoi faire. On va aller sur ChatGPT, demander, on est ensemble, on a, je dis vraiment n'importe quoi, un ballon de foot, on a ci, on a ça, on aimerait faire un jeu, qu'est-ce que tu peux nous proposer ?
un jeu de cartes ou autre. Voilà, ChatGPT va jusqu'à proposer des activités pour s'amuser entre copains. L'intelligence artificielle sert aussi de source de divertissement parce que, enfin je dis parce que, on a 28% des adolescents qui reconnaissent l'utiliser pour s'amuser, pour le fun, qui vont l'utiliser un peu en complément à des outils, à leurs réseaux sociaux. Et puis on peut quand même rappeler que sur la quasi-totalité des réseaux sociaux aujourd'hui, une offre d'intelligence artificielle, on va retrouver ça sur LinkedIn, sur Snapchat, sur WhatsApp maintenant, l'intelligence artificielle, avec les petits chatbots là qui sont nos amis sur ces réseaux-là. Et les jeunes vont percevoir l'intelligence artificielle comme plus rapide que Google et qui va fournir des réponses plus claires. Forcément, il y a moins de recherches à faire, moins de tri peut-être aussi à faire. On est sur du prêt-à-penser et il y a peut-être encore pas mal de choses à travailler et notamment sur l'accompagnement en fait, vers ces outils-là. Certains résultats sont révélateurs et malheureusement des faits divers bien malheureux nous le rappellent régulièrement. 34% des adolescents vont utiliser l'intelligence artificielle pour demander des conseils sur leur vie amicale, leur vie amoureuse. Les plus jeunes, chez les 11-12 ans, on note des interactions directes avec l'intelligence artificielle. 23% vont affirmer que ça permet d'avoir une vraie discussion. Donc on est à 23% chez les 11-12 ans contre 9% chez les 13-18 ans. L'intelligence artificielle devient alors un compagnon de discussion, une personne de confiance à qui on peut se confier, à qui on peut demander conseil, en dehors, à l'extérieur du cercle familial. Certains ados vont presque parler de coach qui va les aider à avancer dans leur construction, dans leur vie d'adolescent. C'est des usages, notamment sur l'intelligence artificielle, qui doivent être surveillés et encadrés afin que les adolescents ne grandissent pas dans un monde où la machine, ou l'ordinateur, ou l'intelligence artificielle prendrait le pas sur leur autonomie, sur leur capacité à faire des choix, sur le développement de leur esprit critique, etc. Moi, j'en ai fini pour le moment. Je vais vous laisser peut-être la parole si vous avez des questions, des réactions, envie de nous partager quelque chose. Oui, on va savoir qui crée cette intelligence artificielle à l'origine. Qui est-ce qui est à l'origine? J'aurais envie de dire Chad, mais c'est le nom de mon chat GPT. C'est pas la bonne réponse. Alors, ce sont des humains, mais ce sont des humains au sein de grandes entreprises. Et c'est justement là un des enjeux actuels, c'est qui va développer l'intelligence artificielle la plus efficace, la plus pertinente, qui va le plus prendre de part de marché. Sachant que justement il y a beaucoup de procès en cours autour de la question de la transparence de ce qu'on appelle les algorithmes. Je ne sais pas si algorithme ça parle à tout le monde. Ok. L'idée c'est qu'en fait à la fois les réseaux sociaux, mais là maintenant sur les intelligences artificielles, il y a des entreprises qui défendent leur droit à l'innovation et à la technicité de leurs intelligences artificielles et donc refusent d'en partager les règles. Et du coup, il y a beaucoup de procès en cours pour qu'on puisse avoir accès justement à comment ces intelligences elles sont programmées. Et notamment, parce que là, on parlait de cette dimension de conseil qui est recherchée notamment chez les plus jeunes. Une des grandes questions, c'est quelles valeurs sont insufflées dans cette IA et comment ces valeurs, elles sont ensuite concrétisées dans la manière dont il va se positionner, ou elle va se positionner face à une question.
à savoir que justement il y a plein de façons de programmer différentes. On pourrait dire qu'on programme en fonction de la récurrence d'une idée sur Internet. Donc par exemple, s'il y a plus de gens qui sont fans d'épinards sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle elle sera plus fan d'épinards que de chou-fleur. Sauf qu'en fait, si ça se trouve, la communauté des amoureux de l'épinard font en sorte de beaucoup publier sur les réseaux sociaux pour être très présents, alors que les fans de chou-fleur le font pas. Bon, mon exemple, il est très végétal, mais c'est pour illustrer... Je crois que j'ai un peu faim, peut-être. Mais c'est pour illustrer qu'il y a des vrais enjeux sur est-ce que c'est la représentation d'une idée qui lui donne sa place dans l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a des modérations ? Est-ce que, du coup, on va dire, non, mais en fait, les fans d'épinards, ils publient trop, donc on va mettre une règle qui dit que pour un épinard, il y a un chou-fleur qui est ajouté. Je vous le dis, avec des épinards et des choux-fleurs, ça fait plutôt sourire. Quand il s'agit d'idées politiques, quand il s'agit d'idéologie, là, c'est un peu moins drôle parce que ça se contient moins dans une assiette, peut-être. En tout cas, c'est un gros enjeu actuel de savoir comment ces IA elles sont programmées et surtout comment elles sont modérées et quelle place vont avoir les États là-dedans. Parce que ça, c'est les enjeux des procès en ce moment. C'est beaucoup des justices nationales qui attaquent les grands groupes en termes de réseaux sociaux, mais aussi en termes de technologie, pour avoir un regard sur ce qui se passe. Et là, on le voit avec aussi la question de la majorité numérique qui a beaucoup été discutée. Toutes ces questions-là, en fait, c'est des nouveautés, parce que jusque-là, c'est des grands groupes qui étaient, alors sans être complètement hors la loi, mais en fait qui étaient beaucoup laissés seuls dans l'élaboration de leurs méthodes. Et là, maintenant, les États disent, en fait, non, on veut avoir un regard sur ce que vous faites et comment vous le faites. D'autres questions ? Alors, je vais parler tout doucement. Par rapport à la dangerosité de TikTok, les rapports parlementaires et tout, ça fait déjà 5-6 ans. Ma question est très naïve, mais pourquoi ne pas juste en interdire l'accès ? Parce que c'est possible. On est d'accord. On peut supprimer. Ma question, elle est exprès aussi un peu provocante, mais pourquoi ne pas arrêter de diffuser TikTok en France ? La question de l'interdiction. Je crois que j'ai une slide un peu plus tard sur les questions de posture et où justement toute la question par rapport aux outils numériques, c'est quoi le plus efficace en termes de posture. Le modèle de l'interdiction, il a le mérite de protéger sur un temps et encore de protéger généralement plutôt les ados qui respectent un petit peu les règles, les cadres et qui ne vont pas aller chercher à trop louvoyer. Déjà, le modèle de l'interdiction, il a vite ses limites avec des adolescents, parce que la transgression, c'est plutôt drôle, parce que quand il y a du désir, on trouve souvent des stratégies qui permettent d'accéder à, et que donc, il y aurait la question de toute interdiction serait imparfaite, et entraînerait du coup une absence de surveillance, d'autant plus parce qu'on est là genre non, c'est interdit, il n'y a pas d'ados sur ce réseau, alors qu'en fait, il y en a énormément. Et du coup, la deuxième question sur ce modèle de l'interdiction, c'est que ce n'est pas un modèle ni de l'accompagnement, ni de l'apprentissage. Du coup, on n'apprend pas aux ados à faire avec quelque chose qui fera partie potentiellement de leur environnement plus tard. Je vous donne un exemple. On imagine que moi, j'arrive à tout à fait préserver mon enfant des réseaux sociaux durant toute son enfance et son adolescence. Et du coup, mon adolescent devenu adulte à 18 ans va tout à coup découvrir tous les réseaux sociaux. Et n'aura développé ni les codes critiques, ni les outils en matière de régulation qui lui permettront d'accéder à ces espaces de manière régulée. Et c'est là où, en tout cas sur la question éducative, le modèle de l'interdiction, il trouve vite ses limites. Sur les questions législatives, là, c'est justement des questions que les États sont en train de traverser. C'est quoi notre posture ? Par rapport à TikTok, c'est une question que certains États ont tranchée en disant « on interdit TikTok ». Ce qui a le mérite d'interdire un objet, un outil, mais qui ne va pas changer la question de fond. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Rabia à l'instant, c'est des réseaux sociaux, il va s'en créer, plein, de nouveaux, etc. Et des manières d'accéder à des réseaux sociaux qui sont interdits, il va s'en créer. Donc du coup, le modèle de l'interdiction aura toujours ses limites, même à l'échelle d'un État. Qu'est-ce qui fait que TikTok est particulièrement pointé du doigt ? Parce qu'il y a aussi cette idée-là. TikTok est beaucoup pointé du doigt, alors sur plein de raisons différentes. L'une d'entre elles, c'est que ça fait partie des réseaux sociaux dont on sait que l'algorithme et l'enchaînement des publications est la plus efficace pour faire passer le plus de temps possible aux gens dessus. En fait, c'est l'application qu'on quitte le plus difficilement.
Et il y a aussi, par rapport à ces règles de modération, le fait que c'est une application qui modère beaucoup moins ses contenus et qui donc va amener des accès à des contenus qui ne sont pas appropriés en fonction des âges, etc. Ce qui ne veut pas dire que les autres réseaux sociaux n'ont pas de soucis de modération ou n'ont pas de soucis en matière de... ou cherchent autre chose que justement à faire passer le plus de temps possible sur leur plateforme. Néanmoins, il est désigné comme le réseau social pour lequel il y a ce souci-là. C'est pareil, moi j'aurais tendance à penser que c'est un continuum et que désigner que TikTok, c'est un peu cet effet de on désigne une application qui serait responsable de ça, là où elles le sont un peu toutes. Juste une question sur l'interdiction. Oui, l'interdiction égale l'idée de transgression, et en même temps, on interdit le tabac, on interdit l'alcool. Est-ce que ça ne permet pas de limiter l'âge d'entrée et de faire un peu plus de prévention avant, parce que ça freine certains enfants qui ont tendance à respecter l'interdiction? Est-ce que ça ne permet pas de travailler un petit peu avant? C'est-à-dire que nous, on voit avec les enfants, quand on fait effectivement de la prévention, ils vont entendre parler du tabac parfois avant l'âge d'entrer dans le tabac, mais ils en ont entendu parler, alors qu'avant, s'il n'y avait pas d'interdiction, ils y entreraient peut-être avant. Oui, alors votre collègue demande, est-ce qu'en fait l'interdiction, ça aurait quand même pas un intérêt, ne serait-ce que de poser une limite et de retarder l'âge auquel les gens y rentrent, avec un exemple effectivement qui est celui du tabac. Le tabac, ce serait... Déjà, j'ai l'impression que le tabac, c'est moins attractif qu'un réseau social, parce que à l'heure actuelle, il y a moins de monde qui est dessus. Alors que c'est pas un moyen d'être en relation avec des camarades à un âge où, on le verra après, la relation avec les camarades a une importance. Après, bien sûr qu'une interdiction, ça aura toujours un effet même symbolique. Dire c'est interdit, bien sûr qu'il y a un ensemble de personnes. Mais pour vous donner un exemple, c'est interdit légalement d'avoir un compte sur un réseau social avant 13 ans. C'est interdit légalement. Elle a mis force une autre notion, c'est que l'interdiction amène l'accès plus tardivement, parce qu'auparavant, à travers des séances de prévention, on peut rendre sensible, permettre à éventuellement les enfants de réfléchir, les élèves d'avoir leur libre jugement par rapport à je fais pas. On est loin pour l'instant de ça, mais en tout cas, c'est à réfléchir. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas parfait, et donc là, moi, je soulevais un peu les limites de cette question de l'interdiction, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu une construction, je pense, conjointe. Après, bien sûr que toute campagne de prévention en amont de l'accès aux réseaux sociaux serait intéressante, même à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, avec l'âge de 13 ans, la question de parler aux enfants des réseaux sociaux, ça a déjà un intérêt majeur. Moi, je voulais juste rajouter un point concernant l'interdiction très tôt en amont. Oui, l'interdiction sans accompagnement éducatif n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du tabac, on le voit, l'introduction d'autres formes de consommation de tabac est précoce, alors qu'on fait la prévention déjà avec les enfants. Les fabricants ont contourné ce réseau pour proposer autre chose. Donc, l'interdiction de toute consommation qui risque d'amener à l'addiction ou autre, non accompagnée d'un cadre éducatif ou des conseils, n'a pas de sens, à mon avis, bien entendu. Une dernière question et ensuite on lancera un petit temps de pause. Parce que là on parle des adolescents, mais finalement il y a une étude qui est sortie par le réseau Montaigne sur les jeunes de 15 à 29 ans qui montre que les temps en fait, d'utilisation des écrans c'est entre 3 heures et 8 heures par jour. J'aimerais dire, est-ce que cette question c'est pas le tonneau des Danaïdes? Parce qu'il y a un problème avec les ados, mais il y a un problème avec les adultes.
il y a un problème avec toute la société sur la gestion des écrans. Vous regardez l'Assemblée nationale, nos hommes politiques, sur les débats, ils sont constamment sur leurs écrans. Le président de la République fait des trucs sur Instagram, etc. Gabriel Attal se fait choper en publiant des photos de son chat, de son chien, voilà. Donc c'est la société qui utilise ces écrans. Donc est-ce que c'est pas finalement compliqué de vouloir limiter l'utilisation de ces écrans chez une partie de la population et de se dire tout le reste voilà. De limiter chez les ados, je pense que c'est important. D'apporter du cadre, de leur demander de respecter des horaires, il y a les contrôles parentaux, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de bloquer l'accès au Wi-Fi 4G ou 5G à leurs ados selon les horaires, etc. Donc s'assurer quand même que son enfant, quand il va au lit, il y va pour dormir et pas pour scroller sous la couette. Donc le cadre reste important, de pouvoir limiter, ça reste important, mais je rejoins mon ancienne tutrice sur l'importance de l'accompagner. On aura toujours des ados en entretien. J'ai déjà rencontré des parents qui disaient non, ma fille, c'est interdit les réseaux, elle n'en aura pas tant qu'elle est au collège, ce ne sera pas avant le lycée, etc., etc. Oui, d'accord. Madame, quand elle sort du bureau d'entretien et que je suis seule avec la jeune, elle me dit non mais ma mère elle n'est pas au courant que Snapchat c'est un réseau social en fait. Donc à partir de là, alors effectivement, et je le disais, on en a parlé tout à l'heure de l'effet miroir chez les plus jeunes. Les enfants aujourd'hui, avant même d'avoir 1 an, savent faire ça quoi. C'est le premier geste qu'ils... Ils ne savent pas encore tenir leur biberon, qui sont déjà en train, qu'ils ont compris le principe du scrolling. C'est bien qu'ils l'ont vu quelque part. C'est qu'ils l'ont vu chez des parents, chez les parents, chez l'entourage. Alors on a beau dire pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran, pas de télé chez moi, pas de. Les parents passent beaucoup de temps aussi sur leur téléphone. Nous, les adultes, on est hyper connectés aussi. Peut-être pas tout le monde, et je les envie, ceux qui n'y seraient pas, parce que c'est aussi un piège dans lequel on rentre, ça fonctionne aussi. Malheureusement, on n'a pas encore de résultats bien précis sur la question justement de l'impact sur le développement de l'enfant au niveau neurodéveloppemental, ça se dit. Mais j'espère que les études et les chiffres vont arriver prochainement parce que je pense qu'ils vont être révélateurs. Vous donniez l'exemple de mamans qui vont donner le biberon, de maman ou de papa, bien sûr, qui donnent le biberon, mais tout en étant en train de scroller, en train de regarder les vidéos qu'on leur a envoyées, ou d'être à la recherche je sais pas, ou en train de parfois tout simplement de faire leurs courses. Il y a des parents aussi qui font leurs courses via les applications. Mais du coup, il y a moins d'interaction avec le bébé. Moins d'interaction, il va être moins stimulé, il va être moins... Donc on attend ces chiffres, effectivement, pour peut-être aussi permettre à des parents de se remettre en question sur leur propre usage. Il n'est pas rare non plus d'avoir en entretien des ados qui vont nous dire, quand les parents vont interdire l'outil, je lui ai confisqué le téléphone, machin, etc. Quand je demande quelles sont les activités qui sont faites ensemble à la maison, les ados déplorent en fait l'absence de leurs parents, parce qu'ils vont être sur leur téléphone alors que on a décidé de se faire une soirée cinéma avec les enfants. On regarde un film à la télé, on lance quelque chose, on lance un jeu de société, on lance n'importe quoi. Souvent les parents vont être sur leur téléphone, vont quand même être sur leur téléphone. Je parle des parents, mais ça peut vraiment être... peut être en rendez-vous chez le médecin et d'avoir le médecin qui va être sur son téléphone alors qu'on est en train de lui décrire ses symptômes. C'est quelque chose qui arrive aussi. Je jette pas la pierre, on ne jette pas la pierre uniquement aux ados. Je pense que nous, les adultes, on a nous aussi notre part de responsabilité sur ce qu'on renvoie aux jeunes.